avançons. On peut aller sur Devin Vassell, si tu veux bien. Devin Vassell, notre deuxième joueur du jour, que tu connais bien d'ailleurs. Devin Vassell, je te fais le topo, 33 minutes par match pour Devin Vassell, 68 matchs cette année, 100 de true shooting plus, donc littéralement, il est au niveau moyen de NBA, hein, la moyenne est à 100, donc il est pile au niveau moyen de NBA en termes d'efficacité au scoring individuel, sur 24% d'usage de basketball référence, donc seulement sur le scoring, un plutôt bon volume, hein, on va dire, une deuxième option d'équipe, on peut le formuler comme ça. Et c'est vrai que pour te lancer, on est vraiment sur la saison de l'explosion sur le plan individuel pour Devin Vassell. Bah, c'est ça. Et puis l'année dernière, du coup, je l'ai mentionné dans les joueurs qui n'étaient pas en top 100 et qui pouvaient y prétendre. Ouais. Parce que je trouve qu'il avait déjà montré qu'il était capable de ça. Mais c'est vrai qu'il avait joué que une quarantaine de matchs. Donc c'est vrai que c'était pas représentatif du tout. Mais sur les matchs qu'il avait fait, je trouvais que c'était plutôt convaincant. Donc là, je trouve qu'il a confirmé ce qu'il avait commencé à ce moment-là. Personnellement, c'était un peu quand même en dessous de mes attentes. Dans le sens où je pensais qu'il y aurait quand même une plus grosse progression. Et je pense qu'il y a des choses qui l'ont ralenti dans la saison. Alors c'est là où du coup je vais être un peu plus tatillon parce que moi je l'ai vécu entre guillemets, de l'intérieur. Donc chaque petite blessure, chaque petit truc, je l'ai vécu un peu plus fort. Et je trouve que quand il s'est blessé en tout début de saison, en novembre, il y a eu un moment où il a ralenti. Donc j'avoue, c'était un peu moins haut que ce que j'imaginais. Mais quand même, la saison est satisfaisante. Déjà, je trouve que être dans la moyenne de l'NBA en termes d'efficacité, quand tu joues aux Spurs, donc on rappelle, hein, la cinquième pire équipe, entre guillemets, pire bilan de la NBA plutôt, c'est quand même un miracle. Parce que le reste des joueurs, ils sont généralement bien en dessous de la moyenne. Pareil, du coup, avec ces responsabilités-là, rester efficace dans ce genre de contexte, c'est compliqué, il a réussi. Et puis, mine de rien, donc, certes, il a un usage qui est relativement haut, mais ça reste raisonnable par rapport à, du coup, sa productivité. Une vingtaine de points en 33 minutes en tant que lieutenant, franchement, à son âge et dans cette équipe, c'est, je trouve, très convaincant. Et pareil, je suis pas particulièrement déçu par le côté défensif, dans le sens où souvent quand un mec commence à exploser un petit peu offensivement, il y a des chances qu'il ait un peu laissé la défense de côté. Je trouve que dans son contexte, il a gardé tout à fait le niveau auquel on l'attendait. Il n'est pas du tout transcendant, c'est pas un top défenseur, mais il est honnête, il est neutre. Et ça, je pense que c'est bien si t'es positif offensivement et que t'es neutre défensivement. C'est quand même que t'as plutôt bien géré ta saison. Donc ouais, moi, Devin Vassell, je suis plutôt satisfait. Oui, effectivement. En plus, tu vois, tu parlais du nombre de matchs. Au-delà du côté blessure l'an dernier, moi, il y avait aussi un aspect un peu d'inefficacité qui me dérangeait un peu. Ouais, bien sûr. Surtout parce qu'en fait, c'était que ça son profil à l'époque. C'était que scorer. Alors que cette année, non seulement le scoring est enfin efficace, donc enfin rentable pour le coup, mais en plus, il y a du passing, hein. Cette année, on pourra en discuter aussi de ça en plus. Mais ce que j'aime bien dans cet aspect de scoring et d'efficacité, c'est que on a une vraie progression pour le coup. Tu vois, c'est pas. Si on regarde un peu les stats au shoot, ben on est cette année 37% à 3 points sur un volume de 6 par match, 6,5. L'an dernier, on était déjà à 38% à 3 points sur 7 par match. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'efficacité générale augmente de manière significative pour passer de inefficace à efficace au niveau de la moyenne. Ça augmente, mais c'est pas dû à un peu, tu sais, parfois on peut avoir des variations un peu aléatoires au niveau du shoot d'une saison à l'autre. Le 3 points augmente, influe beaucoup sur l'efficacité générale. Donc voilà, tu fais une bonne saison ou pas, ça peut tout changer. Et là, on voit que c'est pas le cas. Là, c'est pas du tout le fait d'avoir bien shooté, entre guillemets, et juste ça. On voit que en fait, c'est dans le jeu qui s'est amélioré, qui s'est beaucoup amélioré, et notamment, je crois qu'on avait parlé dans les bilans aussi, hein, mais c'est l'aspect de drive qu'il a beaucoup, Ah, beaucoup carrément. développé en termes de drive. L'efficacité sur drive, elle est excellente. Je crois que j'avais fait un filtrage, oui, voilà, je l'ai, sur les joueurs qui sont à plus de 8 drives par match, donc des volumes quand même assez conséquents. On avait 72 joueurs NBA en 2024 à plus de 8 drives par match. Sur 72, il était 14e à l'efficacité en fin de drive. Donc tout ce qui est lay-up, flotteur, plus les lancers francs aussi, cette productivité-là. Donc on est clairement sur un mec hyper efficace sur drive, et laissons un peu de côté les chiffres, on le voit aussi en match où je trouve que c'est surtout une dose d'agressivité qu'il a en plus cette année qui fait qu'il va directement jusqu'au panier faire des lay-ups, voire même attaquer certains protecteurs de panier en fait. Ouais, puis de toute façon, c'est ce qu'on avait beaucoup mentionné dans le bilan, justement, où c'était vraiment là où on l'attendait le plus, parce que c'est ce qui manquait. Et le fait de débloquer ce drive, ça a débloqué tout le reste du jeu, la Ouais. création pour lui-même, pour les autres. C'est pareil, 3 points, il a pas vraiment évolué par rapport à sa moyenne en carrière, mais c'est en prenant beaucoup plus de pull-up, enfin, beaucoup plus, en prenant plus de pull-up en tout cas, et en étant beaucoup plus ciblé par la défense adverse. Moi, j'étais beaucoup du coup à San Antonio et je parlais avec les coachs d'en face, etc. Devin Vassell pour les équipes d'en face, c'est un focus défensif. Quand les Rockets, qui sont, je pense, l'équipe qui défend le plus sérieusement en saison régulière,
au moins contre les Spurs. Quand il venait jouer contre les Spurs, il y avait un ciblage qui était effectué sur Devin Vassell en plus de Victor Wembanyama. Et donc réussir, je trouve, à fonctionner dans ce contexte, c'est très fort. Et ouais, le drive, pour moi, c'est ce qui me marque le plus parce que il est passé quand même de 49% de true shooting à 59% d'une saison à l'autre. Donc en dessous de la moyenne à top 15% de la NBA. À 3 points, il n'a pas bougé, donc avec plus de responsabilités. En termes de création, il a eu peut-être moins le ballon au total parce qu'il y avait Victor. Mais par contre, du coup, il est beaucoup plus intéressant quand il a le ballon. On l'a vu beaucoup, notamment sur des actions à deux, donc avec Victor qui était au milieu de tout le jeu des Spurs. Hein, donc le nom revient évidemment. Mais quand lui jouait en porteur de balle, voire en poseur d'écran, parce que ça arrivait pas mal avec Victor sur des pick and roll, pick and pop, il s'en est très bien sorti. Donc en fait, on est passé d'un joueur qui devait vraiment confirmer son statut à, je pense, aujourd'hui un joueur qui a prouvé qu'il avait le niveau pour être titulaire en NBA. Il a passé un bon step et je pense que c'est un vraiment bon titulaire en NBA. D'ailleurs, les Spurs, je pense, lui font vraiment confiance quand tu regardes le contrat qu'il a signé, pareil, au début de la saison. L'année prochaine, il va toucher 29 millions de dollars. Et je pense que c'est aussi l'indicateur que, aux yeux des Spurs, il a passé ce step. Et je pense qu'il va les mériter, en fait. Et pour moi, c'est significatif de passer ce cap-là dans ta carrière. Donc c'est pour ça, Devin Vassell, ouais, je suis agréablement surpris. Enfin, je m'attendais à ça, donc surprise, c'était peut-être pas le mot, mais je suis satisfait par la progression. Bah ouais, et puis comme tu dis, c'est un peu soit le numéro 1, soit le numéro 2 en termes de création offensive, parce que voilà, Trey Jones, c'est un meneur un peu à l'ancienne, enfin gestionnaire quoi, c'est pas le créateur ultime, c'est le mec qui va porter la balle, gérer la boutique, etc. Mais en termes de création pure, c'était soit Wembanyama, soit lui-même, donc soit Devin Vassell. Et l'autre aspect que j'aime beaucoup dans son profil, au-delà de l'efficacité, au-delà du drive, au-delà de plein d'aspects comme ça, c'est un peu l'aspect de flexibilité de son profil et de polyvalence, parce que c'est pas un scoreur, pourquoi je parle de flexible, c'est pas un scoreur rigide où genre j'ai besoin de mes possessions, donne-moi la balle, ça doit être statique autour de moi et puis je fais mon pick and roll, je fais mon isolation. Je trouve qu'il y a une certaine flexibilité dans ce profil où tu peux l'utiliser on ball, off ball aussi, un peu de manière hybride dans tout ce qui est, tu sais, les dribble and off, où on le faisait partir depuis le corner et puis il remonte, il fait un jeu de main à main et puis ensuite il curl vers le panier ou alors il prend le shoot, voilà ce genre de situation. Et finalement, c'est un profil qui a aussi de la valeur de par cette polyvalence, pour moi, je trouve. Donc ça, c'est pas mal. Le drive, on l'a dit, c'est bien. Le 3 points, il n'a pas évolué, mais il reste à un bon niveau. Donc il y a ça. Et puis, un certain développement du passing aussi. Que je trouve qu'on était sur un mec qui était relativement unidimensionnel jusqu'ici. Là, on commence à voir certaines lectures sur pick and roll. Alors, ça reste des basiques, hein, mais c'est déjà ça, quoi. C'est un mec qui, au moins, peut faire un peu de ça maintenant, notamment sur les fameux jeux à deux, parfois, quand voilà, il vient depuis le corner, il remonte, et puis ça fait un espèce de pick and roll aussi sur un jeu de main à main. Il y a aussi de très bonnes lectures qui sont très simples, mais juste balancer des passes de alley-oop si la défense est trop sur toi, vers donc Wembanyama qui roule au panier, ou ce genre de choses. Donc, le passing, également, c'est un peu développé, je trouve, et ça fait du bien pour ce profil. Et en plus, de l'autre côté, on n'a pas beaucoup plus de pertes de balles en fait. On est encore à, tu vois, un mec qui a un peu développé son passing et qui de l'autre côté est encore à moins de 9% de turnover percentage. Ce qui est, voilà, quand la barre des 10% de turnover percentage, c'est déjà, c'est assez propre quoi. Si vous êtes à 10%, donc 9% c'est encore mieux. C'est vraiment, voilà, il y a aussi cet aspect de rentabilité, pas que au niveau efficacité et scoring. Il y a aussi le fait qu'il fait plus de passes et pourtant pas beaucoup plus de déchets. Donc ça aussi c'est intéressant quoi au final. C'est clair que, tu vois, je te rejoins sur vraiment tout ce que tu as dit. Moi, ce que je retiens surtout, c'est le côté flexibilité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup avec Vassell parce que on l'a vraiment changé de rôle cette saison. Il a pris le pli très vite. Il a changé de rôle en cours de saison. Il a pas de problème avec ça. C'est vrai que c'est un joueur, tu as l'impression que tu peux lui donner un peu n'importe quelle possession. Il va se débrouiller avec. Il peut aussi gérer, alors pas encore parfaitement, c'est clair, mais les possessions en fin de match. Donc en fait, il peut vraiment faire un peu tout ce que tu lui demandes. Il est efficace dans toutes les zones du jeu. On parlait de Murray plus tôt. C'est un mec qui excelle dans une zone du jeu, qui est peu efficace, et dans le reste, il est juste moyen. Vassell, c'est un mec qui... C'est un peu l'inverse, ouais, t'as raison. C'est ça, c'est vraiment, il est efficace partout, et surtout là où on veut qu'il soit efficace, au panier, à 3 points, sur des actions du coup qui aujourd'hui ont beaucoup de sens dans le basket moderne, notamment ce qu'il développe avec Victor. Et puis du coup, je trouve que le côté passing, pour le coup, effectivement, ça ouvre énormément de choses, parce que quand tu passes d'un joueur que tu as besoin de servir à un joueur qui peut te servir, qui peut servir de connecteur dans une équipe dans laquelle tu as des passeurs comme du coup Victor, comme Jeremy Sohan, Trey Jones du coup qui mène la barque, et maintenant cette saison Chris Paul, quand tu as ce genre de joueur sur le terrain,
t'es assuré que tu auras vraiment une très bonne connexion, que le ballon va bien circuler. Et de toute façon, tu le vois dans le jeu collectif des Spurs, c'est une des équipes, je trouve, dans laquelle le ballon circule le plus, peut-être le mieux aussi. Et ça, c'est aussi dû au fait que tu peux compter sur un joueur comme Devin Vassell, qui, quand tu lui passes la balle, ne va pas devenir un trou noir et faire disparaître le ballon. Donc non, clairement, c'est satisfaisant. Et pour te rejoindre sur le côté turnover, il y a Thinking Basketball, du coup, Ben Taylor, notre bien-aimé, qui Ouais. a un métrique par rapport à ça, qui s'appelle du coup, le Creation Adjusted Turnover Rate. Donc en fonction de la charge d'un joueur, il ajuste son pourcentage. Et il était deuxième, du coup, pourcentile la saison dernière. Et il est passé 88e. Donc c'est-à-dire que sa charge a évolué, ses turnovers n'ont pas trop évolué, mais du coup c'est au point où il est passé de médiocre à très bon quand tu ajustes par rapport à ses charges. Donc c'est vrai que là, cette saison pour Devin Vassell, elle est très très convaincante. Donc quand tu fermes les yeux sur l'aspect progression, parce que c'est pas le but ici, quand tu regardes le joueur, c'est un vrai joueur complet, intéressant, efficace. Donc c'est pour ça il mérite totalement sa place dans le top 100 et pas centième. C'est un joueur top 100 cette année, effectivement. Je suis assez d'accord que j'ai pas eu trop de doutes quand j'ai fait la pré-liste, en effet. Mais alors, pour dire, hein, tu dis, il est passé du deuxième centile au 88e. Pour rappel, hein, donc il est passé de mieux que 2% de toute la NBA, donc hein, c'est ce que tu dis, hein, deuxième centile, à mieux que 88%. Donc effectivement, c'est le jour et la nuit, quoi, littéralement, C'est entre ça. l'an dernier et cette année, quoi, effectivement. Après, bon, 2 points aussi sur lesquels je pense qu'il peut encore s'améliorer, et où bah, forcément, pour l'instant, il l'a pas, donc j'enlève un peu des points peut-être, c'est que l'aspect de création pure n'est pas totalement là encore, mais ça paraît normal. Mais tu vois, par exemple, il fait plus la création qu'il a, elle est un peu hybride. Et il fait 2 fois plus d'actions en dribble and off, donc des jeux de main à main, que d'isolation pure. Il fait 2,5 dribble and off par match. Il termine 2,5 possessions par match en dribble and off, seulement une en isolation, à 1 contre 1. Et il est plus sur sa création, c'est aussi plus de pick and roll pour le coup. J'aime bien avoir un écran pour créer un peu le décalage plutôt que je suis capable d'attaquer depuis rien du tout, quoi, au final. Et puis de l'autre côté, on a parlé de l'amélioration au drive. Je pense qu'elle est aussi beaucoup liée à un certain toucher de balle, en fait. Parce que de l'autre côté, je pense qu'il pourrait encore gratter des points avec plus de lancers francs. Parce que actuellement, il est encore en dessous de la moyenne au niveau du taux de lancers francs. Donc c'est dire, quoi. Tu vois, il est déjà parmi les drivers de NBA les plus efficaces sur les tirs qu'il prend à la fin de ses drives. Et même en comptant l'efficacité, hein, pour les autres, enfin, pardon, les lancers francs. Pour les autres, on compte les lancers francs. Lui, il en a pas. Mais donc, il pourra encore gratter de ce côté-là. Mais voilà un peu pour son profil. La défense, un peu difficile de juger et de parler de ça dans cet environnement, mais je trouve que sur la fin de saison où les Spurs ont été un peu compétitifs, il n'a pas du tout fait tâche dans cette équipe, en fait, hein. Non, c'est clair. Je trouve que surtout dans le cadre collectif, un peu ce qu'on reprochait à Murray juste avant, lui fait son travail pour du coup suivre son vis-à-vis. Ouais. Il switch bien aussi. Enfin, il a le profil physique pour ça. Il joue poste 2, mais il fait 1m96, donc tu peux le switcher facilement sur des postes 3-4. Et il a bien compris, il a une bonne vitesse latérale. Et puis du coup, il s'inscrit bien dans le contexte collectif où aux Spurs, il y a eu pas mal de modèles défensifs différents, mais on était quand même sur beaucoup de switch sur la fin. Et du coup, lui, il gérait bien ça. Donc franchement, c'est satisfaisant. Je pense qu'il peut encore progresser, surtout en isolation, où il a quand même, je pense, ses outils physiques pour être un vraiment bon défenseur. Là, il est correct. Je pense qu'il peut faire quand même mieux. De toute façon, voilà, c'est un joueur. Là, on ne parle pas de son âge parce qu'on évalue le niveau intrinsèque, mais il a 24 ans. Au fur et à mesure, il va évidemment progresser sur beaucoup d'aspects par rapport à ça. Même pareil, aux Spurs, il n'y a pas beaucoup de tirs ouverts. C'est moyenne en termes d'efficacité quand il aura des shoots ouverts. Il faut s'attendre à les voir grimper. Donc, je pense que l'avenir pour Vassell est radieux. Mais là, ce qu'il a fait cette saison, c'est déjà très très convaincant. Sur la défense, ce que je disais plus tôt, c'est il est neutre. C'est pareil, être neutre dans ce contexte-là, où il y a eu beaucoup de changements de line-up. Il est amené à jouer avec des joueurs qui, parfois, du coup, défensivement, c'était pas ça. Au poste 2, tous les va-et-vient avec Malaki Branham, Cedi Osman, qui est pas un joueur du tout positif défensivement, c'est compliqué. Donc, en fait, le fait qu'il arrive à performer, c'est comme en attaque, en fait. Le fait qu'il arrive à performer aussi bien, de manière aussi, du coup, flexible en défense, je trouve que c'est très rassurant. Et perso, je suis satisfait aussi de ce côté-là. C'est ça. C'est pas du tout un malus en défense. Il fait pas perdre des points, donc c'est déjà ça. Et donc, dans le classement, où est-ce qu'on le projette? Où est-ce qu'on aurait envie de le mettre? Eh ben écoute, je vais quand même le mettre au-dessus du coup des joueurs qu'on a cités avant, donc McCollum, Bogdanovic, etc. Moi, j'aime bien le
c'est compliqué avec les profils, encore une fois. Hein. La 21e position, tu vois, je vois Caldwell Pope. Et je trouve que c'est des joueurs, bon, ils sont pas dans un même rôle, etc. Mais je pense qu'on peut les mettre un peu sur la même longueur d'onde. Donc peut-être 21e devant KCP, c'est pas mal. Et quand même derrière McDaniels, c'est pareil, c'est pas tout le même profil, mais peut-être je pense qu'il a plus d'impact dans une équipe plus compétitive. Donc effectivement, on a McDaniels et KCP, un peu les deux role-players 3D d'Ultra Elite, on va dire, qui sont un peu là, devant tout le groupe de meneurs qu'on a déjà évoqué, un peu Mike Conley, Bogdanovic, McCollum, etc. J'avoue que j'étais un peu dans cette zone, mais peut-être un peu plus bas, moi. Je me posais la question, un peu, tu vois, le duel par rapport à Bogdanovic, par rapport à McCollum, par rapport à Mike Conley. Je ne savais pas trop où le situer par rapport à ces joueurs-là. Tu vois, certains sont un peu plus... je trouve Bogdanovic plus complet sans doute en attaque, de par le passing, etc. Mais de l'autre côté, on a aussi un McCollum qui est pas mal cette année en termes d'efficacité aussi, et qui a un certain bagage au passing que je trouve n'a pas encore Devin Vassell. Mike Conley, bon, une grosse saison de Mike Conley, en plus il y a un peu la défense que les autres n'ont pas forcément. Donc j'avoue que j'étais plutôt dans ce groupe-là, moi. Mais t'avais l'air de dire que pour toi c'est un peu automatique qu'il est au-dessus de cela. Pour moi, il va être au-dessus de McCollum parce qu'il y a le côté déjà défense, tu vois, qui change quand même pas mal de la donne. J'aurais tendance quand même à dire que pour moi, il est vraiment au-dessus. Alors vraiment au-dessus, pas dans le sens où il y a une dimension entre les deux, mais dans le sens où j'aurais du mal à le mettre derrière. Je pense que Bogdanovic, par contre, c'est une comparaison plutôt fair. De toute façon, c'est un peu la même range, tu vois. J'ai dit KCP, McDaniels, que c'est 20-21. Conley, Bogdanovic, c'est 22-23. Ouais, on a deux places paires. Ouais. Je pense Ouais. que derrière McConley, c'est OK parce que McConley, pareil, du coup, joueur qui joue un bon rôle dans une très bonne équipe et qui a le côté défensif, offensivement, c'est solide. Bogdanovic et Vassell, tu vois, j'aurais du mal à les départager parce que Bogdanovic est plus efficace et défensivement, il n'est pas négatif non plus, mais dans un rôle quand même plus restreint. Donc, je pense que ça se tape entre les deux. Pour moi, je le mettrais ouais, peut-être 20, du coup 23e ou 24e, les deux me dérangent pas. Après, je t'avoue que la fourchette haute pour Vassell que j'avais pouvait aller gratter jusqu'à au-dessus de tout ce qui était KCP et McDaniels. Parce qu'en effet, selon comment est-ce que chacun pondère, notamment l'aspect de, bah voilà, McDaniels et KCP, c'est pas de la création offensive. Donc, si on préfère pondérer, donner une forte valeur à la création offensive, je peux entendre qu'on puisse le mettre devant ce genre de 3D, même si c'est des 3D d'élite. Après, c'est pas qu'il a moins de talent pur, hein, je pense qu'il a plus de talent pur que KCP McDaniels. C'est par rapport à l'impact aussi, déjà. Et tu vois, KCP, c'est par rapport au fait que le mec a zéro compromis, il est efficace sur son rôle, qui est sobre, mais hyper efficace, défense d'élite, etc. Mais je peux comprendre, et je te dis, je peux avoir une fourchette haute assez haute qui rétitille un peu la fin de notre groupe de créateurs qui était Franz Wagner, Scotty Barnes et autres. Mais ok, bon, on peut le mettre. Je pense Peut-être qu'on peut le mettre, ouais. Mike Conley en dessous de Mike Conley et Bogdanovic alors. C'est ce que j'allais dire, ouais, entre Ouais, les deux, entre ok. Conley et Bogdanovic, c'est là où je le mettrais perso. En plus, ça permettra que les autres disent pas forcément qu'on le baisse après, donc ça va. C'est vrai que du coup, c'est encore une fois, c'est toute la difficulté de ce classement, mais je vais le dire à chaque fois qu'on classe un mec, c'est comparer du coup KCP qui est parfait dans son rôle, mais son rôle, eh ben, c'est Eh oui. beaucoup beaucoup plus restreint et c'est vraiment un role player. Et un mec comme Vassell qui est dans le contexte un peu opposé, voilà, c'est toujours la galère. Donc c'est pour ça, pareil, ma fourchette, j'ai envie de dire, je le mettrais quand même en dessous de McDaniels au niveau de KCP au max. Et pour moi, le plus bas, c'est autour de McCollum. Donc Ouais, entre ouais. McConley et Bogdanovic, pour moi, c'est le compromis parfait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, mettons-le là. Alors, mettons-le là si tu es d'accord. Faisons ça. Et donc, petit quiz pour terminer. Je pense que tu te souviens de ce match. Tu étais sans doute dans l'arène pour ce match-là. Nous sommes le 1er mars 2024. Ou alors, c'est peut-être la date de la vidéo. Donc, c'est peut-être un jour plus tard. Mais en tout cas, c'est un dunk en transition clutch, ou en tout cas pour sceller le match plutôt, pas tant clutch que ça, mais contre OKC. Est-ce que ça te parle, ce fameux match du bloc de Wembanyama sur Chet Holmgren, l'isolation, etc., le money time avec les 3 points. Bref, le dunk en transition pour sceller le match, le dernier clou dans le cercueil d'OKC. Qui est sur le terrain au moment de ce dunk en transition? Faut que je m'en souvienne parce que le pire, c'est que moi, le bloc m'a pas tant marqué. C'est Ouais, plus tout ce qu'il y a autour et du coup, notamment ces actions-là. Alors, je vais commencer par les Spurs parce que pour moi, c'est plus ouais, facile. Je pense que je me risque pas trop si je dis qu'il y avait Victor Wembanyama. ouais.
Du coup, Devin Vassell, évidemment, qui était sur le Oui. terrain. Je pense que, vu son temps de jeu et le profil, Keldon Johnson était là. Tout à fait. Donc, on a 3 mecs. Trey Jones finissait pas mal les matchs. Oui, exactement. C'est lui qui fait la passe et la remontée de balle, ouais. Et il me manque quelqu'un. Et j'ai une petite hésitation, mais je vais quand même tenter Jeremy Sohan, qui était pas mal aussi là en fin de match, malgré les Exactement. lacunes au tir. C'est Jeremy Sohan qui est là, en effet. Ça aurait été la honte que je me trompe de ce côté-là. En face, du coup, Chet, normalement. Oui. Jalen Williams. Oui. SGA, évidemment. Ouais. Je pense que sur une fin de match comme ça, Lou Dort devait être sur le terrain. Exactement. Et sur le dernier, c'est plus compliqué. C'est là où c'est galère quand même. Il fait partie des Dalton. Il fait partie des Dalton. Merde. Le plus petit des Dalton. Parce que je me souviens que Isaiah Joe jouait pas mal à ce moment-là. Donc je vais dire Isaiah Joe. Exactement, c'est Isaiah Joe Dalton qui était sur le terrain. Oui, parce qu'on est déjà en mars, ou en tout cas février-mars, et donc le côté Josh Giddey, tu vas sur le banc, et puis on commence à tester Isaiah Joe sur des fins de match, c'était déjà arrivé, en effet. Oui, donc, il jouait 15 minutes voilà. à ce moment-là, Giddey, et c'était vraiment... Ouais,